Bonjour et bienvenue à vous sur Média TV dans 11 dit tout. Reprendre après un échec et surtout se relever après un échec scolaire, eh bien, c'est notre interview du jour ce matin. Pour vous, deux spécialistes pour répondre à toutes vos interrogations et à toutes vos questions. Sinon, ensuite, on enchaînera sur un autre sujet avec Madame Maria Benjeloun. Elle est spécialiste en conseil nutritionnel et suivi bariatrique. Pourquoi ? Parce qu'on continue justement à poser ses bases pour une bonne reprise. Et nous allons parler avec elle de l'alimentation chez l'adolescent. Tout ça, c'est pour vous sur Média TV dans 11 dit tout et ça démarre tout de suite. Alors, on se retrouve dans une fraction de seconde. C'est la reprise, c'est le début de l'année et lorsqu'on a conclu l'année dernière, l'année scolaire sur un échec, eh bien souvent on n'a pas, en tant que parent et en tant qu'élève, on n'a pas vraiment la force de reprendre, on n'a pas vraiment cette confiance en soi pour reprendre et pourtant on peut bien reprendre et réussir son année après un échec. On en parle justement tout de suite avec vous, Madame Asma Chawqi. Vous êtes coach certifié scolaire et parental. Bonjour. Bonjour Yasmine. Merci d'être là. Merci à vous. Et avec vous, Rita Alami, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne et présidente de l'Association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescent. Merci beaucoup, mesdames, d'être là. On va revenir sur un sujet qui peut être compliqué, mais il faut redonner, rebooster, redonner de l'espoir à ces familles chez qui, en fait, l'année scolaire s'est soldée par un échec. Et justement, pour commencer, Rita Alami, qu'est-ce qui est considéré par les parents et par les élèves comme un échec? Est-ce que c'est forcément un redoublement ou même si l'enfant passe l'année, mais on va dire difficilement? Alors déjà, je voudrais vous remercier sur le choix de ce sujet parce que ça touche beaucoup d'enfants, mais aussi et surtout beaucoup de parents. Voilà. Alors, ça concerne la famille. C'est vraiment la famille. L'échec scolaire, c'est un terme aujourd'hui qui peut être compris et interprété différemment. Alors, ça peut être, si vous voulez, dans un sens commun, considéré comme l'échec d'un parcours scolaire pour un élève. Ça peut être, dans un sens un peu plus sociétal, j'allais dire, et sociologique, l'échec de passage, parce que passer d'une année scolaire à une autre, c'est avoir des acquisitions, des compétences et des aptitudes. L'échec scolaire peut être vu aussi comme étant l'échec d'une société, d'une entreprise, mais aussi d'un système, l'échec d'un système éducatif. Et très souvent, l'échec est perçu par les parents comme étant l'échec de leur savoir-faire en tant que parents. Et pour l'enfant, c'est toucher son narcissisme et son estime de soi. Donc, c'est vraiment beaucoup de définitions. Et une dernière qui me paraît être importante, on a beaucoup d'enfants, d'adolescents qui pensent être en échec scolaire et qui se ressentent en échec scolaire alors qu'ils ont des notes suffisantes. Donc, c'est beaucoup de choses, l'échec scolaire. Et ça, c'est à cause de qui ? Très souvent, c'est la famille. C'est la famille. Alors justement, il y a un point qui est extrêmement important parce que l'échec de l'élève, c'est l'échec de la famille. C'est comme ça que c'est perçu, Madame Asma Chawqi. Oui, parce qu'on a tendance à avoir une relation avec notre enfant. C'est plus on voit en lui sa scolarité et sa réussite scolaire plus que comme un être humain. Et quand, comme Madame Alami elle a dit, quand notre enfant il est en échec scolaire, on va s'approprier cet échec. Les parents, ils vont s'approprier cet échec, ils vont se remettre en cause, il va y avoir un sentiment de culpabilité, peut-être de la colère, de la tristesse, parce que mon enfant a échoué, donc il y a une défaillance, il y a quelque chose qui ne va pas par rapport peut-être à mon éducation, par rapport à ma responsabilité. Donc, c'est tous ces sentiments qui vont se mélanger parce qu'on ne va pas faire une séparation entre moi et mon enfant autant qu'être humain, parent, enfant, et mon enfant comme élève. Absolument. Parce que mon enfant, c'est un tout. C'est un être humain à part et aussi un élève. Et l'élève, ce n'est qu'une partie
de sa vie, de sa personne. Ça devient tout lui, en fait. Voilà. Pendant une bonne partie de sa vie, malheureusement, notre enfant devient avant tout un élève. Donc c'est les études. Donc mon enfant égale ses études. S'il est bon en études, s'il ramène de bons résultats, je suis contente d'abord de moi-même, comme maman ou comme papa. Je me dis que j'ai fait un beau travail et j'ai réussi ma mission comme mère ou comme père. Mais si jamais il y a cet échec que moi je mets entre guillemets, parce que le mot échec déjà ça a une connotation vraiment très très négative. Mais c'est écrit aussi sur les bulletins. On le voit, ce mot. Oui. Même les pédagogues malheureusement. écrivent. Donc il y a des parents qui vont même aller jusqu'à déprimer si leur enfant est en échec. Alors, on ne va pas trop s'attarder sur ce point parce qu'on a consacré, c'est vrai que ça fait quelques mois déjà, mais on a consacré à la fin de l'année scolaire une émission complète à comment passer ces 2 mois de vacances suite à un échec. On a compris, en fait, on a essayé d'expliquer ce que c'était que l'échec, mais il est important de revenir en introduction de ce rendez-vous d'aujourd'hui avec vous sur la notion de l'échec. Et vous l'avez très bien dit, un échec n'est pas forcément un redoublement, considéré par les parents, pas forcément un redoublement, mais même lorsque les notes qui permettent de passer à l'année d'après ne sont pas excellentes. Tout à fait. Et en fait, on reçoit de plus en plus de parents qui vous disent « mon enfant est en échec scolaire ». Alors derrière ce terme « échec », ce qu'on retrouve, ce sont des notes qui ne sont pas suffisantes pour les parents. Et souvent, ce ne sont pas des notes catastrophiques, c'est même des notes au-dessus de la moyenne. Absolument. Ce sont aussi des enfants qui sont excellents à l'école, mais qui refusent d'aller à l'école, comme tous les enfants en phobie scolaire par exemple. Ce sont aussi certains enfants qui sont dans une inhibition, c'est-à-dire qu'ils vont en classe, ils sont là, mais ils sont dans un refus total de l'apprentissage. Et pourquoi ? Il y a plusieurs raisons, mais très souvent, on a derrière des parents extrêmement anxieux, qui sont beaucoup dans la performance et qui demandent très tôt, chez vraiment des enfants en grande section, si ce n'est pas en moyenne section, très tôt, on demande du résultat. Donc l'enfant ne va pas à l'école avec toute la partie du plaisir, qui est celle de rencontrer ses petits copains, sa maîtresse qu'il aime bien et tout l'environnement, mais tout de suite au CP, l'école, c'est les notes et les résultats. Donc avec toutes les répercussions qui s'en suivent, anxiété, phobie et très souvent des motivations. C'est chez les enfants, chez l'ado aussi. Oui, chez les enfants. C'est général. C'est général, c'est jusqu'en terminale, si ce n'est pas plus tard. Absolument. Mais justement, cet enfant, quand on va parler de l'enfant, ça ne veut pas dire le petit enfant, ça veut dire notre enfant. Oui. Donc c'est général. Oui, on va dire toute personne scolarisée. Absolument. Et donc ça peut aller jusqu'à les études universitaires. Super. Donc on va résumer ça en l'enfant, notre enfant. C'est comme ça qu'on va parler de ces personnes et de cette situation aujourd'hui. Quelle que soit la situation, redoublement, note insuffisante, bonne note mais insuffisante pour les parents, tout ce qui peut être vécu comme un échec, quel impact ça a sur cet enfant ? Alors, l'impact, très souvent, il est important, mais il dépend encore une fois de la personnalité de l'enfant. Et de ses parents aussi, peut-être ? Oui, bien sûr, et de ses parents. Cela étant, si vous voulez, il y a certains symptômes que l'on va retrouver chez beaucoup d'enfants. Ce sont d'abord toute la palette du manque d'estime de soi, c'est-à-dire l'enfant se pense comme étant incompétent, je ne suis pas intelligent, je suis bête, je n'ai pas les compétences, je ne suis pas matheux, je ne suis pas comme les copains de la classe. Parce qu'on me l'a dit en plus. Parce que c'est des choses qu'il a entendues et surtout, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est des choses qui ont été notifiées dans le bulletin. Donc c'est un papier que l'on va soigneusement garder dans l'armoire des parents et malheureusement, certains parents sont là à l'appel, c'est-à-dire que de temps en temps, on va sortir le bulletin, surtout pendant l'été, pour dire à l'enfant, regarde l'année dernière ce que tu as fait, donc tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci, cela. Donc tout de suite, on va toucher au narcissisme de l'enfant, à la confiance qu'il a en lui, mais surtout à la confiance qu'il a en ses compétences. C'est-à-dire qu'il se dit, je suis incapable de faire telle chose ou telle chose. Il y a aussi, si vous voulez, tout un volet malheureusement anxiogène et dépressif, c'est-à-dire qu'on va remarquer très tôt et surtout chez les enfants avant le CM2, des symptômes dépressifs, des enfants qui vont être tristes, qui vont pleurer dans leur coin, qui vont être complètement à l'écart, qui vont se renfermer dans leur chambre, passer des heures sur tablette, Internet et devant le petit écran, qui vont vraiment se replier.
On a aussi une autre catégorie d'enfants qui vont développer différents types de phobies, notamment la phobie scolaire, avec des symptômes aussi de l'ordre du psychosomatique. Donc, ils vont, la veille de la rentrée scolaire, ils vont avoir mal au ventre, mal à la tête. Le jour de la rentrée scolaire, surtout après un redoublement, on a l'enfant qui va vomir avant d'aller à l'école, qui va être triste, qui va pleurer, et d'autres qui vont refuser catégoriquement de partir. Donc, si vous voulez, les répercussions peuvent être d'ordre somatique et interne, et on a aussi une deuxième catégorie d'enfants, et surtout de préados, qui vont, eux, être plus dans le côté rebelle. C'est le refus « je ne veux pas », ou encore d'autres qui vont aller vers tout ce qui est addictif. Ils vont se cacher dans la cigarette, ils vont essayer de se redonner confiance en consommant des drogues. Et voilà, du cannabis, c'est tout ce qu'on voit maintenant. Mais en tout cas, ils vont essayer de dire qu'ils ont une intelligence différente parce qu'ils estiment qu'ils ne sont pas bons à l'école. Ils vont essayer de se mettre en valeur différemment. Se trouver une autre place. Une autre place, différemment, souvent une place qui n'est pas forcément la bonne. Donc, c'est le début de l'année. Il y a eu un échec. On va dire par manque d'informations, les parents s'y sont un petit peu mal pris. Ce n'est pas pour faire du mal à leurs enfants qu'ils se comportent, on va dire, négativement. C'est en pensant bien faire. Aujourd'hui, l'information est donnée. Comment on reprend l'année avec son enfant? Donc voilà, déjà, aujourd'hui, d'abord, parce qu'on ne peut pas parler de l'enfant sans parler des parents. Déjà, les parents, il est important pour les parents d'être conscients que l'échec, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des feedbacks. Donc l'échec, c'est un résultat d'un travail X qui a donné un résultat Y. Travail ou une situation? Une situation, voilà. Donc déjà, ils doivent, on ne va pas dire, il est important pour eux, d'être conscients de ça, de comprendre que ce n'est pas la fin du monde, qu'il n'y a pas, c'est vraiment pas nécessaire de s'alarmer ou de culpabiliser. Mais comment vous pouvez convaincre les parents? Parce que le dire, c'est une chose. Voilà. Les parents qui vivent la situation, donc, quand vous leur dites que ce n'est pas la peine de s'alarmer, il faut... Écoutez, ils peuvent voir... Il y a beaucoup d'exemples dans la vie des gens qui ont vraiment réussi après des échecs énormes. Et la liste, elle est vraiment longue. Des gens qui ont fait des miracles dans cette vie, des scientifiques, des informaticiens, des sportifs, et qui ont pu arriver à des résultats extraordinaires, qui ont pu réussir leur vie après un échec. Et les parents, eux aussi, il est important pour eux de faire une petite revisiter un peu leur vie. Est-ce qu'ils n'ont jamais, autant que parents, est-ce qu'on n'a jamais passé par une période d'échec? Donc, et se poser cette question. Et aujourd'hui, même après cet échec qu'on a eu pendant notre vie, est-ce qu'on n'a pas été capable de réussir après? Donc, est-ce qu'un échec n'est pas aussi le moment de faire un bilan? Exactement. Donc je viens vers ça. Donc la première chose d'abord, c'est d'accepter l'échec. De l'accepter, parce que, comme a dit Mme Alami, il y a cette fuite. Normalement, les ados, ils vont fuir dans les addictions, un enfant, il va fuir... Mais la remise en question des parents est-elle facile? Est-elle simple? Est-ce que les parents... Je vais poser la question à la psychologue. Est-ce que les parents arrivent à se remettre en question? Certains parents, oui. Pour d'autres, c'est très compliqué. Encore une fois, ça dépend de la personnalité du papa ou de la maman. Maintenant, c'est aussi le rôle du coach et du psychologue et du psychiatre, est-ce que vous voulez, de savoir un peu comment faire. Et de toutes ces émissions de sensibilisation, c'est justement de pouvoir écouter pour ensuite entendre, pour comprendre qu'effectivement, il y a peut-être des choses à revoir. Et tout à l'heure, vous avez utilisé un terme qui me paraît être le mot-clé de cette émission, qui est celui du bilan. Parce que oui, comment reprendre une année scolaire? Comment ne pas, en fait, autrement dit, c'est... Ne pas répéter cet échec.
mais il importe d'abord de comprendre pourquoi l'échec. Parce que tant qu'on n'a pas la réponse à ça, très souvent, on va être dans la répétition. Si on a un enfant qui est en échec scolaire, tout simplement parce qu'il est passé par un moment difficile, bon, on a les parents qui vont, avec peut-être l'aide d'un coach, etc., pouvoir reprendre une année scolaire. Maintenant, si c'est quelque chose de plus profond, de structurel, ou de structurel, ou si c'est quelque chose qui touche, par exemple, comme on en avait parlé, à un trouble d'apprentissage, et si c'est un enfant dyslexique, ben, on a beau être un parent compréhensif, il faut l'aide d'un orthophoniste. Si c'est un enfant qui a un déficit attentionnel, il faut traiter le problème de la concentration. Donc, pour moi, le bilan, c'est d'abord comprendre, alors d'abord la problématique de l'enfant, essayer de l'imbriquer à l'histoire de vie de cet enfant avec ses parents, mais aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à toutes les projections parentales. Il faut savoir que chaque papa et chaque maman projette des choses sur son enfant, beaucoup d'attentes. Et très souvent, on a des attentes démesurées qui expliquent peut-être aujourd'hui pourquoi on a une explosion des phobies scolaires. C'est parce qu'on a trop d'attentes, des attentes démesurées de la part des parents anxieux. Mais justement, est-ce que ce point-là, qui est aussi le cœur de la problématique que nous traitons aujourd'hui, est-ce que ce point-là, les parents sont-ils prêts à faire un peu marche arrière par rapport à toutes ces attentes? Bah écoutez, on va dire que c'est vraiment très important. C'est nécessaire aujourd'hui. C'est nécessaire. Et si aujourd'hui on est là, c'est juste pour donner un coup de main à ces parents qui sont vraiment dans vraiment qui ne savent pas comment s'y prendre. Mais vous, par exemple, vous suivez des enfants. Vous êtes coach scolaire et parental. Et lorsque, par exemple, on vous ramène un jeune, un enfant, en difficulté scolaire, vous faites un diagnostic de la situation. Est-ce qu'il vous arrive, par exemple, de remarquer que tout le problème vient des parents? Parfois, sans culpabiliser les parents, mais là on est en train d'essayer exagérer, je vais dire presque à 70%. D'accord. Beaucoup de problèmes, d'anxiété, surtout d'anxiété, d'angoisse chez l'enfant. C'est les parents qui vont projeter ça sur leur enfant. Et donc, dès qu'on commence à parler avec les parents, à les accompagner, les choses commencent à se mettre au clair. Ça se dénoue. Voilà. Et donc, parce que les parents, parfois, ils vont se comporter, c'est pas par manque d'amour à notre enfant ou par méchanceté, mais c'est parce que ce sont les moyens de bord qu'on a. C'est ce qu'on sait à ce moment X. C'est ce que je crois bien pour mon enfant. Est-ce que le souci aussi, c'est pas la perception de la scolarité, dans la mesure où un enfant qui est scolarisé, un enfant, on va dire du CP jusqu'à la fin de ses études supérieures, on se dit, bon, moi en tant que parent, je lui assure tout ce qu'il faut pour qu'il fasse ses études, et donc lui, son rôle et sa mission... Voilà, exactement, ça se termine ici. Voilà, son rôle et sa mission, c'est d'avoir de bonnes notes, c'est tout ce qu'on lui demande. Oui. Très bien, mais quel est l'environnement dans lequel évolue cet enfant? Ça, on l'oublie peut-être. Exactement. Et puis, le rôle des parents, ce n'est pas juste d'offrir tout ce qui est matériel. L'enfant, il a besoin d'un côté affectif, il a besoin d'être écouté. Il a besoin qu'on reconnaisse aussi ses besoins. Est-ce que les parents, ils se demandent un jour, demandent à leur enfant, de quoi as-tu besoin? C'est-à-dire, de quoi as-tu besoin? Dans quel sens? Dans le sens où parler de ses sentiments, de ses émotions, comment il se sent par rapport à une situation. Par exemple, on prend le cas d'échec. Quand un enfant il est en échec, on va parler de l'échec. De l'échec. Tu n'as pas eu les résultats qu'on attendait de toi, tu as refait l'année, ceci et cela, mais est-ce qu'on va lui poser la question, comment tu te sens par rapport à ça? Et de quoi as-tu besoin? Pourquoi? Voilà. Est-ce qu'il est capable de répondre à cette question? C'est même pas pourquoi. On ne lui demande pas pourquoi, on lui demande, moi je ne sais pas pourquoi. C'est le parent qui va se poser la question. Il va se dire, moi je ne sais pas pourquoi tu as eu ces résultats. Tu avais tout. Je t'ai offert tous les moyens pour que tu puisses réussir. Et là, tu ne réussis pas. Donc, et je ne comprends, moi, le parent. Alors, comment on peut les aider à rebondir, ces familles? Parce que c'est tout un fonctionnement qui doit être revu. D'abord, c'est analyser cette situation. D'abord, c'est accepter. Donc, déjà, quand on accepte, c'est arrêter de se jeter les responsabilités. C'est ta faute, c'est de ma faute, etc. De culpabiliser. Et après, analyser la situation. Parce qu'un échec, c'est d'abord un apprentissage.
c'est une expérience de vie où je dois tirer le maximum pour que je puisse avancer. Et se poser les questions. Et les parents, par exemple, qui nous regardent maintenant et qui disent « Oui, bon, très bien, c'est très intéressant tout ce qu'elles disent, mais moi, mon enfant, je sais que c'est un fainéant et que c'est des choses qu'on entend aussi. Oui. Hein. Mon enfant, je sais qu'il est fainéant et que s'il a redoublé, c'est parce qu'il le mérite, il n'a rien fait. Je le connais, c'est comme ça. » Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces parents-là qui ont ce ressenti? Alors déjà, malheureusement, c'est une phrase qu'on entend quasiment tous les jours. Oui. Ce que je répondrai en premier abord aux parents, c'est que l'enfant, justement, s'identifie à cette image qu'on lui colle. Il y a eu beaucoup d'expériences qui ont été faites par des neuropsychologues et depuis plusieurs années qui montrent qu'un enfant très tôt, à l'âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, qui a entendu dire « tu es un enfant intelligent, tu es un enfant gentil, etc. » est un enfant qui finira d'une manière ou d'une autre à s'acclimater, s'identifier et à être un peu cette image qu'on lui a donnée. C'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Exact. Je suis ce que tu penses de moi. Voilà. Imaginez un enfant qui, très tôt, à 4-5 ans, par exemple, un enfant qui bouge beaucoup et qui a été un peu embêtant pour les parents, on lui a toujours dit voilà, tu n'es pas intelligent, tu n'es pas ceci, tu ne sais pas t'asseoir, tu n'as pas les capacités. Cet enfant-là finira par s'identifier à l'image que lui ont donnée ses parents. Donc, je dirais déjà à ces parents qui disent ça que ce n'est pas forcément la bonne approche. Alors, pour moi, en tant que psychologue, il n'y a pas d'enfants fainéants. Il y a des enfants et des adolescents incompris. Il y a beaucoup d'adolescents et d'enfants en souffrance. La difficulté et ou l'échec scolaire n'est que le symptôme d'un mal-être. Alors, pour aider cet enfant, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe. Après, le travail, comme vous l'avez dit tout à l'heure, avec les parents, ça c'est aussi notre rôle. Moi, personnellement, je travaille avec une approche systémique, c'est-à-dire que je vais voir l'enfant et systématiquement, j'ai des séances consacrées aux parents, à la maman toute seule, puis au papa tout seul. On fait ce qu'on appelle une guidance parentale. On les réoriente, si vous voulez, on va plus ou moins leur donner certains outils qu'on va essayer de mettre en place avec l'enfant jusqu'à ce qu'on trouve la bonne conduite à tenir. C'est vraiment, comme vous l'avez dit, vous l'avez répété, c'est un travail de famille. L'échec scolaire, c'est pas l'enfant tout seul. L'échec scolaire, c'est pas l'enfant tout seul, mais il y a aussi des outils à donner à l'enfant pour lui redonner confiance en lui, pour qu'il retrouve une forme de motivation. C'est vrai que ça doit venir du discours des parents, de son environnement, mais il faut aussi qu'à un moment, il soit outillé. Vous avez des outils, Madame Asma Champri. Voilà, donc ça c'est, on va pas le nier. Un échec scolaire, il va perturber la confiance en soi. Et la confiance en soi, c'est pas quelque chose d'inné qu'on reçoit depuis qu'on est dans le berceau. C'est quelque chose qui s'acquiert avec le temps. Et il y a des moments où on va manquer de cette confiance suite à une expérience douloureuse dans la vie. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les moyens de rebooster cette confiance. D'abord, la première chose à mettre en place pour que notre enfant reprenne confiance en lui, c'est changer ce dialogue négatif qu'on utilise à la maison. D'abord, ce qu'on avait dit tout à l'heure, tu es nul, et on va lui mettre des étiquettes. Et après, lui, il va développer des croyances. Absolument. Ce qu'expliquait Madame Alami, absolument. Et donc, voilà. Donc, la première chose, c'est d'éviter ça et commencer à parler positivement. Et faire la différence. Commencer à parler positivement, mais croire dans ce qu'on dit en tant que parent. Exactement. On ne joue pas la comédie. Et faire la différence entre l'avoir et l'être. Je n'ai pas eu le bac ne veut pas automatiquement dire je suis nul ou je suis stupide, je n'ai pas eu le bac, mais je suis quelqu'un d'intelligent, que j'ai réussi plusieurs choses dans la vie. Et si on veut booster la confiance en soi de l'enfant, il faut que l'enfant soit conscient de ses qualités et de ses points forts. Qu'est-ce qu'on fait techniquement? On prend une feuille et un stylo? Un enfant qui est en bas âge, de 7 ans, 8 ans, c'est son dialogue avec ses parents. C'est le rôle des parents qui devraient entretenir ce dialogue positif avec l'enfant. Tu es intelligent, lui rappeler les petites réussites
même si j'utilise ce mot petite, même si c'est des petites réussites qu'il a fait auparavant, quitte à ce que ce soit un petit dessin qu'il a fait, lui faire revivre ces moments de réussite où il a marqué un but. On a été fiers de lui. Voilà, et donc pour qu'il soit conscient que oui, moi j'ai eu des réussites dans ma vie, et ce qui m'a permis de réussir à un moment donné pourra aussi, aujourd'hui, ces compétences que j'ai, ces qualités, ces points forts, je les ai en moi. Le fait de ne pas réussir n'a pas les qualités et mes points forts, ils sont toujours là. Ils ne sont pas partis. Quand ils sont un peu plus grands, ils peuvent faire ce travail seuls. Après, il faut quand même les guider. Donc, il faut quand même les guider. Un accompagnement reste toujours quelque chose de très important dans ce cas-là. C'est pas possible pour tout le monde. Mais aujourd'hui, on est là pour dire à ces jeunes de faire une séparation entre mes résultats qui ne sont pas satisfaits et ce que je suis. Et il faut que mes parents le confirment aussi. Voilà, mes compétences et mes capacités. On va marquer une pause et on revient. Il y a, on le voit, beaucoup de choses encore à continuer à dire sur ce sujet. Comment bien rebondir après un échec, c'est possible. Et n'oubliez pas que notre interview santé est consacrée à une bonne alimentation chez l'ado. On ne va pas demander à un ado de manger de la soupe et de la salade. On sait que ce n'est pas vrai. Mais qu'est-ce qui est important à garder en tête? Eh bien, c'est ce que nous verrons avec Madame Maria Benjeloun. Restez avec nous sur Médien TV. Allez, on reprend notre discussion avec Madame Asma Chouqi et Madame Rita Alami sur reprendre l'année après un échec. Rebondir, c'est possible et c'est ce qu'elle nous décrypte justement. Et puis l'interview santé consacrée à l'alimentation des ados, une alimentation saine dans la mesure du possible. C'est ce que nous verrons avec Madame Maria Benjeloun. Alors, reprenons en fait cet outillage des parents et de ces enfants qui sont en échec scolaire. Ça commence, vous l'avez dit, je résume rapidement, ça commence, vous l'avez dit, par revisiter l'environnement, se remettre en question en tant que parent. C'est extrêmement important. C'est ça qui va ouvrir la porte de la motivation et de la confiance en soi chez cet enfant qui l'a perdu suite à un échec. Donc, un échec, c'est avant tout un bilan. J'oserais même dire que c'est peut-être une renaissance pour cette famille, se remettre en question. Mais bon, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. Donc, outiller un enfant qui est en échec, c'est important, reprendre sa motivation, sa confiance en soi. On a parlé de l'enfant en bas âge, on a dit que c'est le rôle des parents de changer ce dialogue. Le petit enfant, 7 ans, 8 ans. Voilà, mais après, quand on est ado et on est en échec scolaire, on a raté son année, on n'a pas eu les résultats qu'on voulait avoir à la fin de l'année, il faut être quand même, il faut s'asseoir un peu, on a 16 ans, 17 ans, 18 ans, voire plus si on est à l'université, et avoir un moment de vérité avec soi-même. Un moment de vérité et se poser des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Qu'est-ce qui me manquait? De quoi avais-je besoin? Donc, c'est des questions et se remettre en cause et ne pas jeter la responsabilité sur l'autre. C'est-à-dire prendre sa part de responsabilité. Et dès que Oui, parce que les parents n'ont pas endossé non plus toute la responsabilité, l'entière responsabilité. Exactement. Donc, il faut vraiment, à un certain âge, quand on est adolescent, on n'a pas eu les résultats qu'on attendait, il faut se poser ces questions pour pouvoir changer de comportement, mettre en place des actions, pour pouvoir améliorer cette situation. Absolument. Alors, on va revenir aux familles. Vous l'avez dit, vous faites de la guidance parentale, mais on va dire pour les parents qui ne le font pas. Et on va dire, le papa suit l'émission. Aujourd'hui, il prend conscience, on va dire, de sa part de responsabilité dans l'échec de son enfant. Il en parle à son épouse qui ne regarde pas l'émission aujourd'hui. Et elle lui dit, oui, mais c'est n'importe quoi. S'il n'a pas eu de bonnes notes, c'est parce qu'il n'a pas voulu travailler. On va dire, dans un monde parfait, suite à un échec, une prise de conscience des parents, tous les deux ensemble, c'est la clé
vers une meilleure situation pour cet enfant. Mais malheureusement, on sait que les difficultés scolaires viennent aussi démontrer la fragilité d'un couple, Oui. avant tout. Et donc, si les deux ne sont pas d'accord sur la nouvelle stratégie à mettre en place, est-ce que ça crée encore plus de problèmes? Oui, très souvent. Alors déjà, la clé, c'est d'avoir la bonne réponse à est-ce qu'il ne veut pas travailler ou est-ce qu'il ne peut pas travailler. Vous l'avez dit, il n'y a pas d'enfant qui ne veut pas travailler. Pour moi, personnellement, en tant que psychologue. de par mon expérience, je n'ai pas encore vu d'enfants qui ne veulent pas travailler, sauf ceux qui sont, comme je vous l'ai dit au début de l'émission, qui sont voilà, ces enfants symptômes qui sont là pour se rebeller et pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais en grande majorité, ces enfants qui sont étiquetés comme étant fainéants sont des enfants avec des difficultés qui n'ont pas été diagnostiquées. Et justement, tant qu'on ne les a pas compris, on ne fait qu'en rajouter quand on leur dit qu'ils sont fainéants. Donc, voilà. Après, les parents, les parents, c'est vrai qu'on en a beaucoup. Il y a un des deux parents qui veut aider l'enfant et donc il va essayer de comprendre à sa manière. Et pour d'autres, ils sont dans le déni total. Et là, c'est une situation qui ne va pas nous permettre de résoudre la difficulté. Pourquoi? Parce qu'un enfant seul, pour moi, il n'existe pas. Parce que l'enfant, il ne vit pas tout seul dans une forêt amazonienne. Il vit dans une maison avec papa et maman. Alors, si papa a un discours A, maman a un discours B et la maîtresse à l'école, elle a un discours C, tout de suite, l'enfant, il est complètement perdu. Et il finit par croire à ses propres pensées qui sont en général des pensées anxieuses. Et donc, il faut absolument passer par l'étape de sensibilisation dans laquelle les parents, il faut qu'ils finissent d'une manière ou d'une autre par se mettre d'accord. Et ça encore, c'est le rôle du thérapeute qui va prendre en charge cet enfant ou cet adolescent. Encore faut-il qu'ils arrivent chez le thérapeute. Oui. Et ça, c'est quelque chose qui incombe aux parents. C'est-à-dire que si c'est une difficulté scolaire, c'est une chose. Ils pourront peut-être y remédier à leur façon. Maintenant, si c'est un échec, ils vont avoir besoin de l'aide d'un thérapeute. Parce que qu'est-ce que c'est que l'échec, finalement? La vraie définition de l'échec scolaire, c'est un enfant ou un adolescent qui quitte le système scolaire sans qualification. Ça, c'est la réelle définition. Ça, c'est la réelle définition. Mais aujourd'hui, pour beaucoup de parents, l'échec scolaire, c'est il a redoublé. Il a redoublé, alors que il n'a pas eu de très bonnes notes. Voilà, le redoublement, il faut comprendre que c'est quelque chose qui a été fait à un moment T. Ça ne signifie pas que c'est quelque chose qui va se reproduire. Et voilà. Mais le redoublement, justement, pour qu'il soit efficace, il doit être... on avait dit qu'il faut vraiment analyser cet état-là et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que j'ai redoublé mon année? Et surtout quand il s'agit d'adolescents. Et vraiment répondre à ces questions et pour pouvoir, est-ce que j'ai des lacunes par rapport à des matières? Est-ce que je ne me suis pas bien investie? Est-ce que j'ai un problème par rapport à la méthodologie? Vraiment se poser les bonnes questions et c'est en ayant des réponses qu'il pourra, par exemple, passer une année sereine et avec succès. Mais si je ne me pose pas ces questions, si je n'ai pas de réponse à mes questions, eh ben, je vais refaire la même chose que cette année parce que le jeune, il pourra être convaincu que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire et puis j'ai pas eu mon année. Alors, une personne, on va dire une femme... Oui, pardon, Rita. Pardon, je voudrais juste rebondir justement sur ce qu'elle dit. Je dirais tout en faisant attention à ne pas culpabiliser l'enfant. Exactement. Parce que quand on pose la question à l'enfant, mais pourquoi tu n'as pas travaillé? Très souvent, il va vous dire, je ne sais pas. Ce qui est souvent vrai. Alors, quand on le dit une fois, ça va, mais quand on passe tout l'été à lui répéter, mais pourquoi tu n'as pas travaillé, etc., on le culpabilise et on peut faire arriver l'enfant à de la dépression. Et du coup, reprendre exactement le cercle vicieux. Moi, je dirais que lui poser peut-être les bonnes questions et l'amener à s'auto-questionner de manière intelligente mais fine, pas en insistant trop sur l'échec, et plutôt travailler sur la motivation, surtout chez l'adolescent. La motivation, alors je dirais contrairement à la confiance en soi, parce que très souvent on entend il faut donner confiance en soi à l'adolescent. Oui, mais la confiance en soi n'est pas quelque chose qui s'achète, ce n'est pas un bouton sur lequel on va appuyer, l'enfant tout de suite ou l'adolescent il va avoir confiance en lui. Absolument. La confiance en soi, c'est le résultat d'une réussite ou d'une série de réussites. C'est-à-dire que ça doit commencer par de la motivation. Voilà, nous les parents, ce qu'on va leur demander, c'est d'aider d'abord leur enfant à croire en leurs compétences,
en leur réussite, comme elle a dit tout à l'heure, d'accord, leur donner des outils, mais pas dire à l'enfant, oui, mais tu dois avoir confiance en toi pour réussir. Ça, c'est quelque chose, c'est un peu comme quand on dit aux enfants, concentre-toi en classe, c'est un langage qu'ils ne comprennent pas, et donc c'est un peu une perte de temps et d'énergie. Et surtout faire réfléchir quand c'est un adolescent. Alors, comment on motive? Alors justement, Est-ce qu'on lui rappelle qu'il a échoué l'année d'avant, parce que là, c'est la reprise? Comment on le motive? Alors surtout pas. Surtout pas. Alors c'est vraiment la chose qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est beaucoup de questionnements. Alors on peut par exemple jouer avec l'enfant à un jeu dans lequel on va prendre un stylo en papier et on va le faire réfléchir sur ses motivations au début de manière très générale. Alors en lui disant par exemple, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus tard? Pour faire ce métier, tu vas passer par quoi? Tu as besoin de quoi? Il faut quel type d'orientation? Et là je parle de l'ado, hein, je ne suis pas chez l'enfant. Qu'est-ce qu'il faut comme note? Qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, est-ce qu'il y a une préparation prendre pour ceci? conscience visuellement. Alors oui, c'est beaucoup d'auto-questionnement, beaucoup de questions. Et en fait, le but, c'est quoi? C'est de lui faire prendre conscience à la fin, peut-être après 1 heure ou 2 heures de discussion, qu'il y a 2 types de motivations. Il y a des motivations qui sont intrinsèques, c'est-à-dire que l'enfant est motivé ou l'adolescent parce que lui, il a des rêves. Il a ses propres objectifs. Je rêve d'être, j'en sais rien, médecin, chef pâtissier, coiffeur. Donc j'ai mes propres rêves et donc je suis auto-stimulée pour réussir quelque chose et pour travailler. Et en général, les enfants et les ados qui réussissent sur le plan scolaire ont beaucoup plus de motivation intrinsèque. Après, on a des motivations extrinsèques. Alors ça, c'est quoi? C'est l'extérieur. C'est papa et maman qui vont me punir, qui vont me gronder. C'est la maîtresse qui va m'écrire des mots. Ça, c'est important ou pas? Alors ça, c'est la base. Il faut qu'il y ait ça ou pas du tout? Non, non. Du tout. Ces motivations externes. Non, elles servent à rien. Elles servent à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, c'est-à-dire que l'enfant qui travaille juste parce qu'il a peur ou juste parce qu'on va lui acheter un cadeau à la fin de l'année, uniquement, d'accord, alors qu'il n'y a pas de motivation intrinsèque, et finalement un enfant qui n'a pas de réel objectif et donc il ne travaille que pour les autres. Donc dès que les parents ne sont pas là pour surveiller, dès que voilà, le professeur à l'école ne va pas crier dessus, il ne va pas travailler. Mais ça se travaille dès l'enfance. Vous avez parlé de l'ado, mais normalement ça devrait se construire bien avant. Tout à fait. On construit chez l'enfant des rêves, on construit chez l'enfant justement très tôt, je vous dirais même à partir de l'âge de 6 et 7 ans, une façon de réfléchir. Ouais. Et là, je dirais aux parents, encore une fois, d'éviter de castrer l'enfant dans ses rêves. C'est-à-dire, vous avez un enfant, par exemple, qui est, entre parenthèses, moyen à l'école, qui vous dit « je veux être pilote » et on lui dit « ah non, 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 mais ça, il faut être matheux, il faut que tu sois ceci et cela ». Moi, je dirais aux parents, laissez les enfants rêver. Okay, ouais. Quand ils auront leur bac en main, on verra ce qu'ils feront avec. Mais le rêve, pour moi, est une clé qui permet de réussir dans la vie. Je voudrais juste terminer par ce qu'elle a dit, par un mot qui est très, très important, c'est donner un sens à la scolarité de l'enfant. Donc, quand on pose avec lui ces questions, quand on parle des rêves, qu'est-ce que tu veux faire, les étapes par lesquelles il faut passer, etc. Donc, le jeune, il donne un sens à sa scolarité. Parce que le problème là, de la démotivation aujourd'hui, c'est que la majorité, ils vont aller à l'école juste parce que tout le monde, boulot actuellement. Voilà. C'est le parent, il le réveille le matin, il faut aller à l'école et puis c'est tout. Hein. Mais pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je fais ces études? Pourquoi je veux apprendre? On va jamais, le jeune, il va jamais se poser ces questions et les parents ne vont jamais accompagner leur enfant dans cette prise de conscience. Et le rêve, c'est vraiment cette motivation interne qui va lui permettre d'avancer et d'être motivé. En tout cas, merci beaucoup, mesdames, d'avoir apporté de la motivation, d'avoir apporté de l'espoir aux parents, aux enfants qui nous suivent, qui ont vécu un échec l'année dernière. C'est vrai que j'ai un petit peu titillé les parents. J'espère qu'ils ne vont pas nous en tenir rigueur, mais parce que voilà, il faut une prise en charge, une prise de conscience, générale de l'environnement de ces jeunes. Moi, je reste avec les téléspectateurs. Je vous remercie beaucoup, Madame Asma Chaoukri. Vous êtes coach certifié scolaire et parental à Tanger. Et Madame Rita Alami, vous êtes psychologue clinicienne et présidente de l'Association marocaine de psychologie de l'enfant et de l'adolescent à Casablanca. À très vite. À très vite. Nous, on va parler d'adolescence et de nutrition.
Et donc on continue à poser ses bases pour une bonne reprise. Une bonne reprise, eh bien, ça passe aussi par une bonne alimentation chez nos ados en particulier. On en parle avec vous, Madame Maria Benjeloun. Bonjour. Bonjour Yasmine. C'est un plaisir de vous avoir. Ravie d'être parmi vous. Vous êtes spécialiste en conseil nutritionnel et suivi bariatrique. Alors on sait que l'adolescence, c'est une période particulière. Est-ce qu'elle est particulière aussi en termes d'alimentation et de besoins chez l'adolescent? Oui, bien sûr. Alors, l'adolescence est une période où les besoins nutritionnels sont très importants. Or, malheureusement, c'est pendant l'adolescence qu'il y a un changement de comportement alimentaire, surtout changement de beaucoup de choses, mais surtout du comportement alimentaire. Pour nous, nutritionnistes, l'adolescence est une charnière entre l'enfant, le petit enfant et l'adulte. Il y a des besoins, certes, mais il ne faut pas aussi paniquer, il faut pas, on ne coupe pas, ce sont des cycles de vie et chaque cycle a des conseils plus ou moins, mais la base est toujours la même. C'est très difficile de demander à un adolescent d'avoir une alimentation équilibrée. Il suffit juste qu'il suive certaines règles, prendre le temps de manger, bien mâcher. On va y aller petit à petit, justement. Oui. Justement, l'idée de programmer cette interview avec vous n'est pas de dire aux ados mangez de la soupe et mangez de la salade. Non. On aimerait, Non. on aimerait tellement, mais on sait qu'ils ne vont pas le faire. Non du tout. Alors justement, comment en fait dédramatiser la situation? Alors, on la dédramatise. Bon, c'est une période où les besoins énergétiques sont très importants. Donc, il vous arrive de trouver un adolescent qui mange un plat de pâtes à lui seul ou qui prend 3 ou 4 yaourts. Il ne faut pas s'affoler. Les parents ne doivent pas s'inquiéter si leur adolescent est addict aux chips. Ah bon, vous dédramatisez la situation? Je la dédramatise dans la mesure où les parents sont là. Il faut pas qu'ils jouent un rôle de moralisateur. Nous, nutritionnistes, non plus. À l'extérieur, vous savez, il y a des normes sociales, des normes que nous, nutritionnistes, nous avons créées, mais l'adolescent crée lui-même ses normes aussi. C'est-à-dire un adolescent a, comme on dit dans notre jargon, il a des méthodes mangeables quand il est avec ses copains et il a des méthodes mangeables quand il est à la maison. Absolument. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quand il est à l'extérieur, pas très souvent, bien sûr, il faut toujours le ramener pour rentrer à la maison. Mais quand il est à l'extérieur, moi, je ne vois pas un adolescent manger à l'extérieur et demander un tagine et manger une salade. C'est une réalité. C'est une réalité et les sodas sont là. On sait bien qu'il y a beaucoup de calories, mais il ne faut pas dramatiser. Il faut dédramatiser pour pouvoir avec cette... Vous savez, Yasmine, un adolescent, quand il mange mal, il veut un petit peu sortir du mode parental, c'est-à-dire les horaires fixes, tel repas. Il est en train de se rechercher, il cherche une identité, il cherche à s'intégrer dans un groupe. Donc c'est passager. Les besoins ne sont pas les mêmes, tout dépend du stade de la croissance, tout dépend des facteurs génétiques, tout dépend aussi du niveau d'activité physique. En moyenne, un adolescent, une adolescente doit dans la journée avoir entre 2100 et 2900 kilocalories et un garçon doit avoir entre 2400 et 3900 kilocalories. Donc bien plus qu'un adulte. Bien plus qu'un adulte, bien sûr, parce que c'est là où à part la période fœtale, la première année de croissance, l'adolescence est une période où en 4-5 ans, le petit enfant multiplie son poids par 2 et il prend minimum 10 cm. Donc il y a une croissance musculaire, une croissance des os, et puis tout ce qui suit avec tous les métabolismes qui suivent. Donc il faut avoir une alimentation équilibrée. On va lui conseiller. Il y a des petits pièges, il y a des petites astuces pour qu'il mange. Mais un adolescent se recherche aussi. Il a envie de... Ça passe par une rébellion face à l'alimentation saine à la maison, voilà, équilibrée. Mais des fois, il y a un malaise dans sa peau. Il est mal dans sa peau, c'est pour ça qu'il se fait du mal en mangeant mal aussi. C'est tout un travail psychologique, nutritionnel pour cet adolescent. C'est votre spécialité, vous êtes spécialiste dans le suivi bariatrique, à savoir le suivi de la personne obèse. Obèse qui s'est fait opérer. Qui s'est fait opérer, oui. Absolument. Oui. Est-ce qu'il y a un bond de l'obésité pendant l'adolescence? Oui, bien sûr, parce qu'il y a un apport calorique et des calories qui est très, très important. Et c'est ça qui fait peur aux parents aussi? Ça fait peur aux parents, mais il y a une prédisposition. Un enfant qui n'est pas obèse ne peut pas devenir tout de suite obèse. Donc un enfant qui a des débuts d'obésité, qui n'est pas dans la norme quand il est enfant, à l'adolescence,
il deviendra un adolescent obèse. Et puis il y a aussi le problème des filles. Il y a beaucoup de régimes privatifs. Il faut faire très attention à ces régimes. Donc ça crée des yo-yo. Et puis après, il y a un trouble du comportement alimentaire où on devient boulimique, où on devient anorexique. Donc c'est comment on fait, nous, parents, face à toutes ces tentations et face à tous les dangers de ces tentations? Alors, les conseils que nous donnons souvent, c'est un petit, on le dit souvent en marocain, quand il est à l'extérieur, il appartient à ses copains, mais quand il est à la maison, il est avec ses parents. Donc il faut créer ces repas familiaux au moins 2-3 fois par semaine. Si un enfant mange 2-3 fois par semaine, équilibré et normal, je parle d'un adolescent, il ne faut pas s'inquiéter, surtout s'il est en bonne santé. Il y a des apports qui sont très importants. On peut aussi le piéger, c'est-à-dire laisser un plateau de fruits dans le salon, dans la cuisine, laisser des petits sandwichs tout faits, parce qu'un sandwich peut être équilibré, peut être bon, s'il n'y a pas de mayonnaise, il n'y a pas de friture. On peut mettre des feuilles de salade, de la tomate, un peu de poulet, mettre une bouteille d'eau et un fruit à côté. S'il a faim, il va manger ça. Donc, éviter d'acheter ce qui est mauvais, éviter de le ramener à la maison. De le ramener à la maison, ça c'est possible. Puis créer une ambiance. Vous avez des adolescents ou des enfants qui rentrent chez eux. Je sens l'odeur que je retrouve l'odeur que je sentais quand j'étais chez ma grand-mère. Donc il faut réinstaurer cette vie de famille 1 ou 2 fois par semaine. Il y a des apports qui sont très importants. Quand vous dites 1 ou 2 fois par semaine, parce que selon votre expérience et votre constat, parce que 1 ou 2 fois par semaine, c'est très peu. C'est très peu, mais les familles ne se retrouvent plus autour d'un repas familial. Repas, non. D'après notre constat, non. C'est surtout le week-end ou le soir. Alors soit c'est très tard, donc l'adolescent, soit il a déjà mangé, soit il ne mange pas avec ses parents. Donc c'est surtout le week-end. Donc en fait, aller essayer de diagnostiquer la situation actuelle, ce que mangent nos ados à l'extérieur ou même à la maison, et avec tous les dangers qu'on connaît à cette alimentation, serait une mauvaise démarche selon vous? Ce n'est pas la bonne sensibilisation? Non. Non, il n'y a pas une bonne sensibilisation. Puis il y a le grignotage aussi. Vous savez, quand un enfant grignote, il ne mange pas toute la journée, il grignote. Quand on grignote, on ne mange pas par plaisir, on mange n'importe quoi. Donc il y a beaucoup d'apports caloriques. Et quand on grignote, vous savez, tout est dérèglement. Quand on grignote, eh ben, on perturbe l'estomac. L'estomac ne sait plus quand faire appel à cette personne quand elle a vraiment faim ou pas. Donc il y a toute une perturbation. Alors l'idéal, même si l'enfant mange à l'extérieur, c'est qu'il ne grignote pas. Il est le matin à la maison. L'idéal, c'est de lui préparer un petit déjeuner. Donc déjà, on peut préparer un petit déjeuner équilibré, mais avec les moyens de bord. Du pain, du fromage. C'est un gros problème, le petit déjeuner. Beaucoup d'ados sautent le petit déjeuner, mais ils peuvent l'emporter avec eux. Donc si c'est bien emporté, si c'est bien emballé, comment ça... Ça fait pas ado d'emmener son petit déjeuner. C'est vrai, c'est vrai, mais aussi, vous savez, s'il n'a pas beaucoup de... Je suis désolée de le dire, s'il n'a pas beaucoup d'argent, il ne peut pas prendre et son petit déjeuner dehors, et son déjeuner dehors, et son goûter dehors. Donc, il est avec les copains, il est avec les amis, il aime bien se montrer. Ils ont, je répète, ils ont leurs normes, ces adolescents. C'est des fast-food, mais aussi, un adolescent, par définition, ne travaille pas encore. Donc, c'est les parents qui le prennent en charge. Donc, il faut quand même par rapport au coût, par rapport à l'argent, ça, c'est un avis personnel. Donc, j'ai des parents qui sont un petit peu contre, mais qui mangent au moins 1 fois par jour dehors, mais au moins le matin et le soir qui se retrouvent à la maison. Est-ce que, je reformule ma question, dire à un ado que grignoter, consommer des boissons gazeuses, des sodas, consommer des frites, des chips, consommer des hamburgers, c'est mauvais pour sa santé? Est-ce que ça marche? Le dire? Non, ça ne marche pas beaucoup parce que déjà enfants, ils connaissaient les règles. Les ados, ils recherchent une autre identité, ils veulent se montrer. Mais même dans le primaire, moi, il m'arrive de donner des conférences, on apprend aux enfants à manger. Et ils savent choisir, ils savent ce qui est interdit, non, mais ce qui est à éviter et ce qui est conseillé, ils le savent. Mais c'est une période charnière, il ne faut pas beaucoup s'inquiéter parce que, je répète, il y a des apports très importants en protéines. Alors il faut lui dire, si tu ne manges pas assez de protéines, mais de bonnes protéines, tu ne vas pas avoir une bonne masse musculaire. Donc là, il va commencer à se poser des questions, il va commencer peut-être à maigrir. Bon, il y a les protéines animales, il y a aussi les protéines végétales, en sachant que quand même les protéines végétales sont beaucoup moins bien absorbées chez un adolescent que les protéines animales. Donc je préfère plutôt des protéines
animales. Il faut lui expliquer qu'il peut lui aussi avoir une carence en fer, que ce n'est pas uniquement les filles qui risquent d'avoir une carence en fer. S'ils ont une carence en fer, ils vont avoir aussi une masse musculaire qui ne va pas bien se développer. Il faut leur expliquer que s'ils ne prennent pas des produits laitiers ou des produits riches en calcium, ils peuvent avoir des problèmes osseux. Mais pour manger, pour qu'il y ait une bonne absorption du calcium, il faut un apport en vitamine D. Donc il faut répéter ça, il faut qu'ils comprennent que s'il prend du calcium, il n'y a pas d'apport de vitamine D, le calcium n'est pas bien absorbé. Mais ça, on va dire, c'est des grands mots théoriques pour les ados. Oui, mais à force de les répéter... Mais en concret, ça donne quoi? Ça donne quoi? Il se remet en question de temps en temps. Dans le sens où... Aller vers quel aliment? Protéines animales, on sait steak de viande, steak de... Les protéines animales, protéines végétales, les sucres lents, il a besoin d'énergie. Mais pour l'histoire du calcium et de la vitamine D, les produits laitiers, le calcium et on trouve la produits vitamine laitiers, D. La vitamine D, on la trouve dans les fromages aussi, dans les produits laitiers, on la trouve avec le soleil aussi. Le soleil nous aide à renforcer notre vitamine D. Pour qu'il y ait une bonne absorption du fer, je vais lui dire, mais écoute, essaie de me prendre un petit aliment riche en vitamine C pour que ce soit bien absorbé. Donc il va, dans son subconscient, dire oui, bah alors je prends ou une salade ou je prends un petit fruit. Quand même, ils se remettent un petit peu en question. Il faut répéter, non pas rabâcher. Non, il ne faut pas jouer le rôle, il ne faut pas embêter. Embêter. Voilà. Et puis il faut servir, je répète, il faut réinstaurer les repas familiaux pendant minimum 2 fois par semaine. Ça fait peur quand même quand vous dites minimum, parce que bon, normalement une famille se retrouve. Oui, mais je vous assure que c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. C'est indépendant de la volonté des personnes, un couple qui travaille. Sans vouloir culpabiliser bien sûr les parents, absolument. Non, mais il y a aussi des endroits où l'enfant, où l'adolescent peut aller manger, où il peut manger sainement, où il peut choisir une bonne salade, un poisson, un petit morceau de pain ou du riz et prendre un fruit. Il y a des endroits. Mais ils sont, vous savez, c'est la facilité, c'est l'effet mode. Un fast-food, c'est l'effet mode. C'est l'effet jeune. Voilà. Et les parents ne devraient s'inquiéter que s'ils voient que leur enfant a des petits problèmes de santé. À ce moment-là, il faut qu'ils fassent un bilan. Seul le bilan nous montrera si cet enfant a une carence. En sachant que pendant la période d'adolescence, l'adolescent a besoin d'un maximum d'énergie pendant cette période. Absolument, de croissance et de poussée. Merci beaucoup, Madame Maria Benjeloun. Vous êtes spécialiste en conseil nutritionnel et suivi bariatrique à Casablanca. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci d'avoir complété cette discussion d'aujourd'hui de On se dit tout. Pour moi, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau, bien sûr, et de retrouver toute l'équipe d'On se dit tout. À très vite sur Médien TV et sur les ondes de la radio du Grand Maghreb. Au revoir.